Merci beaucoup, bien-aimé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Avec ICMDA Afrique francophone, je suis devenu un ami régulier, non seulement avec le docteur Jean-Paul, avec plusieurs d'entre vous. Et c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve cet après-midi autour de ce thème. Euh, Tel que j'ai vu sur le programme, les deux sujets que je devrais toucher ont été mis en deux. Je vais déjà vous dire que je vais les faire en une section pour que ça soit compact, que ça soit cohérent. Et puis, nous allons mettre euh, les questions-réponses à la fin sur tout ça. Je vais avoir une méthodologie qui me permette de pouvoir réellement gérer bien le temps pour vous donner assez de temps parce que je suppose que quel que soit ce qu'on va partager, le plus important, c'est que ce soit pratique sur le terrain. Et la praticabilité sur le terrain demande qu'on interagisse, qu'on puisse réellement peut-être entendre des choses qui sont vos préoccupations et qu'on bâtisse peut-être le fond de la communication autour de cela. Alors voilà le plan que je vais suivre pour ma présentation. Donc, pendant les premières 30 minutes, je vais essayer de mettre les bases de la mobilisation des ressources dans une association comme le nôtre. Les bases bibliques d'abord et puis les raisons pour lesquelles les gens donnent. Donc, je vais utiliser une trentaine de minutes pour cela dans les à peu près 2 heures que j'ai. Ensuite, nous allons parler du fonds de la mobilisation de ressources et de la gestion des ressources pour les OSBL chrétiennes. Je suppose que vous savez ce que un OSBL, OSBL s'entend Organisation sans but lucratif. Et donc, ICMDA ou toutes les associations nationales que vous représentez devraient être sous le label des OSBL. Et nous avons du moins une particularité, nous sommes des organisations sans but lucratif d'obédience chrétienne ou bien des organisations para-ecclésiales. Donc nous allons parler un peu du triptyque plan stratégique, budget, stratégie de mobilisation de ressources. Je crois que ce matin, vous aviez eu une session sur le plan stratégique. On va revenir là-dessus, mais on va faire le lien. Ensuite, nous allons parler de la mobilisation de façon concrète en parlant un peu du cycle du partenariat. Pour ceux qui ont suivi le partage que j'ai fait il y a deux ans de cela, ou bien un an et demi, j'en ai parlé un peu, on va revenir sur certaines choses. Et puis, nous allons parler, pour finir, de procédures de revue et de suivi budgétaire pour des associations comme le nôtre. Évidemment, je vais tout faire pour que nous ayons un espace pour les questions. J'ai vu dans le programme qu'il y avait une vingtaine de minutes, mais je vais faire en sorte que dans ma présentation, on ait un peu plus. Il y a quelques heures, j'avais contacté le docteur Jean-Paul pour lui donner deux tests que je voulais utiliser pour poser les bases bibliques de la mobilisation des ressources. C'est important pour moi pour que nous puissions partir sur ces bases-là. Je suppose que vous étiez à la pause, que vous n'aviez pas eu le temps peut-être de lire les tests. On va commencer par là. On va lire les deux tests que j'ai proposés. Le premier test, c'est le test de Genèse, le chapitre 21, les versets 9 à 20. Si quelqu'un peut nous le lire dans une version hard, comme on le dit, une version peut-être Darby ou Louis II. Et puis le deuxième texte, un texte qui nous est très connu, c'est Jean 6, les versets 1 à 13. On va commencer par là. Rapidement, si on peut nous faire la lecture, ça aiderait d'y aller vite. Un volontaire pour ouvrir son micro et nous lire le texte. Nous allons le suivre. Ceux qui l'ont lu, c'est bien, mais ceux qui ne l'ont pas lu, en suivant, nous allons pouvoir nous retrouver, puisque nous sommes des gens de la Bible. Quelqu'un pour nous lire le texte, ou bien vous n'avez pas de Bible proches? Est-ce que je suis entendu? Oui, monsieur Armand, je vais lire. OK. Euh, je commence avec le premier texte. Oui, oui.
Genèse 21, les versets 9 à 20. Genèse, 21, versets 9 à 20. je lis au nom puissant de Jésus. Genèse 21, verset 9 à À 20. Sarah, je lis au nom puissant de Jésus. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à côté de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, y prit du pain et une autre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Il s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, il laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car il disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Il s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et les vit en puits d'eau. Il alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Amen. Merci, mon frère. Le deuxième texte, rapidement, Jean 6, les versets 1 à 13. Un texte que nous connaissons très bien, qui a d'autres parallèles. Jean 6, versets 1 à 13. Jean, Jean 6, 1 à 13. d'accord, je vais lire la parole de Dieu. Jean 6, verset 1 à 13, je lis au nom du Seigneur Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. Amen. Alors, pour moi, il est très important de commencer par ces bases bibliques parce que nous sommes une association chrétienne, je le rappelle. Et
nous faisons tout ce que nous faisons parce que nous avons des convictions, nous avons des valeurs. Si nous ne comprenons pas pourquoi les ressources qui sont importantes, stratégiques, pour que nous grandissions en tant qu'association, sont du Seigneur, nous aurons du mal à aller avec confiance mobiliser les ressources. Donc, c'est la première chose que je veux qu'on établisse fermement dans nos têtes. Les deux textes que nous avons lus ont une grosse similitude. Nous avons un premier texte que nous avons lu qui concerne la famille d'Abraham, le père de la foi. Vous connaissez toute cette histoire où Abraham, dans cette yopitude, est allé en Égypte. Il est revenu avec une servante et pendant que la promesse de Dieu attendait, la femme d'Abraham, Sarah, a eu l'ingénieuse idée de demander à son mari d'aller vers sa servante Agar. Et il en est eu comme résultat la naissance d'Ismaël, qui n'était pas le fils de la promesse, certes, mais qui était un fils d'Abraham. La Bible dit qu'après que l'enfant de la promesse fut né, Sarah soudainement a retrouvé ses esprits et a eu une once de jalousie envers sa servante, parce qu'il a juste vu rire. Il a vu l'enfant rire et puis il était épris de jalousie et il a demandé à Abraham de chasser l'enfant. Ce que je veux souligner dans ce texte, ce n'est pas l'attitude de Sarah, tous les à côté, mais la situation dans laquelle Sarah, du moins Agar et son fils vont se retrouver, qui est comme la situation de Jean, une situation de rareté extrême, d'insuffisance de ressources, comme nous pouvons l'expérimenter individuellement dans une association. Chaque fois, si vous allez regarder autour de nous en tant que personne, membre de famille, responsable de structure, nous sommes tous le temps confrontés à la rareté des ressources qui ne sont pas à la hauteur de nos ambitions, à la hauteur de ce que nous avons planifié. Nous avons plein d'idées, plein de bonnes actions que nous voulons faire, mais les ressources ne sont pas là. Dans le cas particulier de Agar, la Bible dit que quand Abraham devait répondre à la requête de Sarah, parce que Dieu lui a dit, fais ce qu'il te dira. Je vais faire aussi de cet enfant que tu vois une grande nation. Je ne l'ai pas abandonné. La Bible dit que Abraham a remis à Agar une outre d'eau et puis il lui a remis l'enfant et il les a renvoyés dans le désert. Mais chemin faisant, comme c'est dans le désert, quelques heures après, l'eau qu'il était dans l'outre était finie. Et la Bible dit que devant cette situation, Agar est allé déposer l'enfant sous un arbrisseau. Et il est allé loin en se disant, dans un instinct maternel, que je ne vois pas mourir mon enfant. Mais quand vous lisez le texte, et peut-être je vais vous inviter à relire le texte après, vous allez apprendre beaucoup de leçons. La première des leçons qu'on voit dans ce texte, c'est le fait que Dieu est fidèle à sa parole qu'il avait dit le début. Prends cet enfant, je vais aussi m'occuper de lui, je ferai de lui une grande nation. Pendant que Agar, lui, voyait la fin d'une situation, la mort imminente de son fils, Dieu, lui, avait un plan. Et quand Dieu a un plan, Dieu s'assure que ce plan s'accomplisse et les ressources qui vont avec soient là. Et je vais vous challenger même à partir de là. Si vous pensez que la vision de IMCDA, la vision des médecins dentistes chrétiens dans le monde entier, et particulièrement en Afrique francophone, est une vision qui vient du Seigneur, qui va sauver des vies, qui va améliorer le quotidien des personnes vulnérables, et que votre cœur bat pour cette vision, il est important que vous sachiez que le Dieu qui a inspiré la vision a les ressources pour cela. Parce que si vous ne croyez pas au fait que Dieu a les ressources pour cela, vous partez avec un gros handicap. Parce que de vous-même, de vos stratégies, de vos poches, vous n'avez pas toutes les ressources pour financer cette vision. Mais ça shift quand vous commencez par voir que Dieu qui a inspiré la vision a les ressources pour cette vision. Donc, nous voyons Agar qui est paniqué, qui va déposer son enfant sous un abrisseau et dit, bon, au moins que je ne le vois pas mourir. Et Dieu qui vient. La Bible dit que Dieu envoie un ange, dit à Agar, lève-toi. Cet enfant ne mourra pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Il vit un puits. Et il alla
vers le puits et puis il alla chercher de l'eau pour abreuver son enfant. Le texte finit en disant que, dans le verset 21, que l'enfant habita dans le désert et il devient tireur d'arc, etc. L'une des principales choses sur lesquelles je veux attirer votre attention dans ce texte est ceci. Et peut-être une réflexion, si j'avais le temps, j'allais vous poser la question. D'où vient le puits que Agar avait trouvé et dans lequel elle a puisé pour son enfant? Est-ce que Dieu avait creusé un puits? Est-ce que quelqu'un est venu creuser un puits dans les instants qui ont suivi le fait qu'il a déposé son enfant sous l'abrisseau? Certainement pas. Le puits là était toujours là. Et les verbes que le texte utilise sont très saisissants. La Bible dit Dieu ouvrit les yeux d'Agar pour qu'il voie un puits. Autrement dit, avant même qu'il ne vienne là, dans le désert, le puits était toujours là. Dieu avait déjà pourvu pour un puits. Ce qui était un problème pour Agar, c'était de voir le puits, les ressources que Dieu avait déjà pourvues. Parce qu'il était très omnibulé par le désert, le manque de ressources, les problèmes, le fait que son enfant va mourir. Il était incapable, elle était incapable de voir le puits que Dieu avait déjà creusé. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est le problème que nous avons. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent dans nos environnements. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de ressources pour le ministère. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des philanthropes, des personnes pour financer cette vision qui vient du Seigneur. La question c'est, saurions-nous découvrir des puits de générosité dans notre environnement pour le ministère? La question c'est, est-ce que soit vous serez comme Agar, toujours là à vous plaindre, à dire, il n'y a pas de moyens. Finalement, qu'est-ce que nous voulons faire pour développer une association dans un pays comme la RDC qui est sans ressources, ou bien la RCA avec tous les problèmes que nous avons? Ou bien, qu'est-ce que nous ferons pour avoir de l'argent dans un pays comme le Burundi, alors que dans la pensée de Dieu qui a inspiré la vision, dans la pensée de Dieu qui a dit à Abraham, va, laisse l'enfant aller, je vais m'occuper de lui. Il y avait déjà les ressources. Dieu a pourvu pour les ressources. Dieu a donné les ressources. Et je voudrais vraiment peut-être vous titiller. Je ne sais pas, si la vision que vous avez est du Seigneur, croyez que Dieu, dans chaque environnement, dans chaque pays, Dieu a pourvu pour les ressources. Pour que nous puissions. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez trop vous décacasser, vous allez vous plaindre, vous allez partir avec un handicap. Ça m'amène au deuxième test. Le deuxième test a beaucoup de similitudes avec le premier. Quand vous voyez dans ce test que nous connaissons sur la multiplication du pain, l'une des choses qui m'intéresse dans ce test concernant les bases de la mobilisation des ressources dans les structures chrétiennes, c'est que la Bible dit que Jésus, depuis le début, savait ce qu'il allait faire. Quand Jésus était allé dans le désert, il avait laissé la population venue à lui, loin de la ville, parce qu'il avait des guérisons, il y avait la parole que les gens voulaient écouter. Jésus savait pertinemment qu'à un moment donné, absorbé par la succulente parole qu'il était en train d'écouter, ils allaient perdre de vue le fait que, à un moment donné, ils avaient besoin des ressources physiques. Et ce moment était arrivé. Et quand vous lisez le verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Depuis le début, Jésus avait un plan. Il savait qu'il avait les ressources. Il savait qu'il allait trouver les moyens pour que cela se passe. Mais juste pour le plaisir de tester les disciples, il leur a posé cette question. Et la suite est édifiante. La Bible dit que les disciples sont tombés dans le panneau. Un gars comme Philippe a dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiront pas pour que chacun d'eux reçût un peu. 200 deniers là, quand on parle de 200 deniers, juste pour vous donner une idée, le salaire journalier d'un ouvrier qui travaillait toute la journée était de 1 denier. Cela veut dire que c'est le salaire annuel. Si on compte dans un paysage comme le paysage juif où le travail est
très fatigant, où il faut des saisons mortes et peut-être des temps de repos, c'est le travail entier de l'année d'un ouvrier en bonne santé dont on parle. Donc, Philippe dit, même si on avait le salaire entier d'un ouvrier pendant l'année, ça ne suffira pas pour acheter du pain pour ceux-là. Et un des disciples, André, frère de Jean, dit, il y a ici un jeune homme avec 5 pains d'orge et 2 poissons. C'est comme ça que la situation va commencer par décanter. Mais je vais souligner le fait que Dieu veut faire avec nous. C'est important que nous puissions comprendre que dans la pensée de Dieu, il a toujours un plan par rapport aux ressources de l'œuvre qui lui appartient. Et même s'il a un plan, Dieu veut toujours faire avec nous. L'œuvre lui appartient. L'œuvre de l'ICMDA appartient à Dieu. C'est Dieu qui aime les gens. C'est Dieu qui veut que des personnes fragiles, d'une certaine vulnérabilité, profitent de ce que vous pouvez offrir comme association pour avoir un devenir. Cette œuvre lui appartient. Mais il se plaît à faire avec nous. Jésus avait un plan. Mais il n'était pas exclu que les disciples ne participent pas. Il n'était même pas exclu que un jeune homme qui avait une petite ration de 2 pains et 5 poissons ne soit pas mis à contribution pour que lui, son plan qu'il avait depuis toujours, prenne forme. Et c'est important pour nous que nous puissions savoir discerner les petites choses à faire pour aller vers l'abondance que Dieu a planifiée. Dans nos mouvements, dans nos pays, dans chacune de nos associations, c'est Dieu qui est le propriétaire de l'œuvre. C'est Dieu qui a son plan. C'est l'œuvre à lui. Mais est-ce que nous saurions discerner les petites choses à faire pour aller vers l'abondance qu'il a planifiée, pour avoir les ressources plénières dont nous pouvons disposer pour faire prospérer la vision et grandir? Je voulais terminer avec ce texte que nous n'avons pas lu, mais que vous connaissez tous, le texte de la Grande Commission. Souvent, j'ai l'habitude de blaguer avec beaucoup de missionnaires quand j'enseigne en disant que les gens lisent un peu ce texte-là en galvaudant l'essentiel du texte. Les gens lisent Matthieu 28 en parlant de la Grande Commission, en parlant de tout pouvoir. Mais quand vous lisez le chapitre 18, Jésus dit, s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Et donc, allez, parce que tout pouvoir m'a été donné, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants. Je cite ce verset parce que je m'inscris dans la logique que notre tâche à ICMDA fait partie prenante de la Grande Commission. Et le fait de faire des disciples parmi les chrétiens qui sont médecins, dentistes, fait partie de la Grande Commission que nous avons reçue. Et le tout pouvoir qui est dit dans le verset 18, je ne sais pas si ça vous concerne ou pas. Pourquoi je taquine souvent les gens? Parce que souvent, je me demande si le tout pouvoir dont il est question dans Matthieu 18 inclut le pouvoir d'avoir les ressources adéquates pour le ministère qu'il nous a confié. Est-ce que le tout pouvoir là inclut le fait que le Seigneur a aussi le pouvoir sur l'argent, les ressources pour le ministère, ou bien juste les pouvoirs là, c'est sur les démons, c'est sur la puissance de l'ennemi, pour les délivrances, pour les dons de puissance, pour le parler en langue, ou bien Dieu qui nous a appelés, qui nous a confié la vie de plusieurs, inclut aussi de nous donner le pouvoir pour que les ressources dont nous disposons pour le ministère, nous les avons. Pour moi, c'est ces choses auxquelles il faut réfléchir. Ces choses établissent solidement notre ancrage dans la réflexion sur la mobilisation de ressources. Beaucoup perdent la force pour mobiliser les ressources parce qu'ils ne savent pas que quand Dieu nous a appelés à la mission de façon générale, Dieu nous a donné tout pouvoir. Le pouvoir sur les situations les plus improbables, les situations difficiles, les situations démoniaques, les situations de manque de ressources. Et il a voulu cela
pour permettre que la mission qu'il nous a confiée puisse se faire. Dieu est le propriétaire de l'œuvre. L'œuvre lui appartient et il dispose des ressources. Nous sommes co-ouvriers avec lui. Et si nous pensons que c'est son œuvre et c'est lui le propriétaire, nous devons chercher à discerner les choses que nous devons faire pour aller vers l'abondance qu'il a déjà planifiée. Pour Dieu, dans sa pensée, les ressources pour l'œuvre qui lui appartient sont là. Et surtout, est-ce que nous pouvons être sensibles, laisser Dieu pouvoir ouvrir nos yeux de sorte que nous puissions discerner, voir les puits de générosité qui sont déjà là, des personnes avec beaucoup de moyens qui dorment même peut-être sur leur compte en banque, avec des gens, avec des puits de générosité qui sont là, dans notre environnement, déjà pourvus par Dieu. Est-ce que nous pourrons ne pas être comme Agar, totalement omnibulés par les situations qui sont réelles, qui sont vraiment handicapantes des fois, qui font que nous ne voyons pas l'ure, la main du Seigneur, et nous pourrons réellement juste aller piocher dans ces puits. Voilà la première partie de la réflexion que je voulais faire avec vous. Ça nous amène à la deuxième partie. Une fois que vous avez compris que Dieu est le propriétaire de ses ressources et qu'il a pourvu pour que le ministère se développe dans chaque pays pour ICMDA et qu'il a le pouvoir d'aller chercher les ressources le plus loin possible, nous partons sur de bonnes bases. Des fois, il suffit de prier pour que Dieu nous montre là où les ressources se trouvent. Des fois, nous allons taper à des portes improbables et il y aura de l'argent pour le ministère. Je voudrais que s'il y a des commentaires, il y a des questions, au fur et à mesure que je continue, vous puissiez les noter. J'aurai du temps pour qu'on puisse discuter. Si vous n'êtes même pas d'accord avec ce que je dis, nous aurons un temps pour que vous dites non, ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que vous poussez le Rubicon trop loin et je me ferai le plaisir de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Ça m'amène à la deuxième partie de ma présentation sur les bases. Pourquoi les gens donneront à une organisation ou structure comme le vôtre? Et la transition est tout trouvée. Les gens donnent parce qu'ils sont motivés par Dieu. Ce n'est pas seulement par les stratégies, par la bouche mielleuse, par le fait de décrire IMC, ce que nous faisons. Nous sauvons des vies, c'est ça qui fait que les gens donnent. Oui, ça en fait partie. Mais si Dieu motive quelqu'un pour donner pour votre vision, vous avez gagné quelqu'un pour la vie. C'est quelqu'un qui ne va pas venir se plaindre. Ah, l'argent que je vous ai donné la dernière fois, je pense que vous n'avez pas fait ce qu'il faut. Je vous enlève mon soutien. Si Dieu le motive, si Dieu le convainc de vous donner, c'est la plus grande garantie. Donc, il est important que vous compreniez dans les bases que les gens donnent quand ils sont motivés par Dieu. Et vous allez comprendre que la prière est l'une des plus grosses stratégies de mobilisation de fonds. J'ai derrière moi une vingtaine d'années de ministère. Et je peux vous dire que dans des moments très difficiles du ministère, où même vous allez aller chez des gens avec des stratégies, les gens vont vous rabâcher. Des fois, je suis rentré dans ma chambre et j'ai prié. Et une personne qui a oublié notre ministère pendant des années, elle a dit, vraiment, je m'excuse, je vous ai oublié, mais le Seigneur m'a mis à cœur de vous envoyer 1 000 €. Faisez ça comme ça, au moins ça va vous servir pour quelque chose. Et c'était exactement la prière ou bien la somme qu'on avait besoin pour faire une activité pour laquelle on avait prié, on était en train de prier. Donc, les gens donnent quand ils sont motivés par Dieu. Si votre vision est de Dieu, il faut que vous appreniez, si nous devons grandir dans la mobilisation de ressources, à commencer par demander à l'auteur de l'œuvre, où sont les ressources? Où sont les poches de ressources que tu as disposées pour que nous puissions faire grandir ce ministère dans ce pays de sorte que ça s'établisse et que ça sauve des vies. C'est important que vous puissiez voir cette dimension. Mais les gens donnent aussi parce qu'ils croient à votre vision et pensent que votre ministère a un sens. Ce que vous faites a un impact. Ça, c'est comme les Anglais disent, c'est un game changer. Ça change les donnes pour
une petite communauté dans laquelle vous avez implanté un hôpital de campagne, où vous avez fait une audience foraine, où vous avez fait des consultations gratuites, ça change des vies. Et les gens voient un sens et ils pensent que s'ils vous donnent, ils n'auraient pas perdu leur argent. Et cela demande que vous puissiez vendre la vision comme cela se doit, de manière adéquate. On en parlera à un moment donné de la présentation. Parce que les gens doivent croire à votre vision et ils vont penser que votre ministère a un sens. Si vous ne savez pas présenter votre vision, par exemple au ministère de la Santé publique, ou bien au responsable du district de la santé publique sur une audience foraine pour avoir juste une autorisation, pour avoir peut-être son accompagnement qui vous donne un personnel, c'est qu'il y a un problème. Vous devez savoir vendre votre vision parce que les gens vont donner parce que votre vision a un sens. Les gens vont donner parce qu'ils connaissent la personne qui en fait la demande. Je vous assure, il y a des gens qui vont donner parce que c'est le docteur Dansou ou bien le docteur Augustin qui a demandé. Mais si c'est Armand qui demande, ils ne le connaissent ni d'Adam d'hier. Ils n'ont pas. Dans le monde médical, moi, je ne sais pas si le nom de Armand dit quelque chose à quelqu'un. Mais si on dit le docteur Dansou au Togo ici, certains le connaissent à clinique, tel délit, certains le connaissent dans des choses qu'ils ont faites. Quelqu'un le connaît dans le monde médical, il va lui donner. Mais si moi, je vais chez un médecin au CHU, je ne sais pas, hein? Peut-être Dieu peut faire un miracle. Donc, les gens donnent à des gens. Cela a des implications. Si vous ne cultivez pas les relations, si vous n'êtes pas une personne à aller vers les gens, à parler, à nouer des relations, à passer du temps à visiter des gens qui sont dans votre domaine et qui ont le pouvoir, vous ne pourrez pas avoir de succès dans la mobilisation des ressources. Comment est-ce que vous voulez, par exemple, que si vous faites une audience foraine en plein village, dans un lieu reculé de la capitale, on vous donne des ressources, alors que vous n'avez jamais pris le temps d'aller visiter le responsable de tutelle de votre ministère en tant qu'association? Quand vous allez vouloir faire une audience foraine quelque part, c'est là où on va dire, ah, le responsable du district sanitaire dit qu'on ne vous connaît pas, peut-être on ne sait pas ce que vous menez. Et vous allez remonter la chaîne. Mais si vous avez pris le temps de construire les relations, vous allez juste prendre le téléphone, faire un coup de fil, et puis le responsable va appeler le responsable du DT et dire, ah, c'est des gens crédibles, donnez-le le temps, vous nous remercierez, ils vont vous apporter votre soutien. Les relations, les gens donnent parce qu'ils connaissent la personne. Vous devez partir des relations. Les gens donnent à des gens. On peut revenir là-dessus pour approfondir. Les gens donnent parce qu'ils veulent avoir un sens d'appartenance. Ils veulent avoir leurs mains dans la pâte. Ils veulent que quand ça se réalise et que la vision éclore, qu'ils disent, ah, moi aussi j'en fais partie. Quand on va dire que IMCDA est vraiment a une grande contribution dans le développement de la santé dans votre pays, qu'ils disent, au début c'était vraiment difficile, mais nous avons bâti ça. J'ai mis ma part dedans. Les gens veulent sentir cette fierté. Et ça a des implications. Vous devez savoir comment bâtir la fibre d'appartenance, jouer sur la fibre d'appartenance pour aider les gens à comprendre que c'est leur chose. Ils doivent donner. Si les gens ont une sens d'appartenance et qu'ils peuvent se sentir fiers, ils ne veulent pas que l'objet de leur fierté tombe à l'eau. Vous devez savoir bâtir ce sens d'appartenance-là. Les gens donnent aussi parce qu'ils donnent déjà. Ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Généralement, dans nos structures, les gens qui sont sensibles, capables de donner beaucoup plus, des gens qui donnent déjà. Ne négligez pas le fait que, parce qu'une personne donne, si vous l'entretenez, il va pouvoir augmenter son don. Il va pouvoir même vous dégoter un autre donateur qui va dire, ah, je donne de l'argent pour ces choses-là. C'est vraiment des gens qui sont sérieux. Est-ce que tu peux, en tant que collègue, donner aussi quelque chose pour ça? Donc, l'entretien des relations tient à ça. L'entretien du donateur, on verra ça tout à l'heure dans le cycle du partenariat. C'est ça là qui nous motive pour que nous puissions entretenir le donateur. Si vous n'entretenez pas le donateur, non seulement il ne va pas renouveler son don, il ne va pas être régulier, mais il va vous couper son soutien. Il ne va pas augmenter son soutien parce qu'il n'est pas satisfait parce que vous ne l'entretenez pas. Et vous n'aurez pas l'effet multiplicateur quand il va appeler un autre à donner pour vous. Peut-être même il va vous saboter, il va dire non, les gars là, ils ne sont pas sérieux.
Ah, la dernière fois, je leur donnais quelque chose. Même un petit rapport, ils ne m'ont pas donné. J'ai juste appris que je ne sais même pas ce que mon agent est donné, donc ne leur donnez pas de l'argent. Il va faire une compte publicité contre vous parce que vous n'avez pas appris à l'entretenir. Les gens donnent parce qu'on leur a demandé en personne et on leur a montré comment faire le don. Souvent, en tant que responsable pour nos associations, nous sommes vagues. On dit, ah, le va a besoin d'argent. Vraiment, si on a beaucoup d'argent, on développerait vraiment l'association des médecins chrétiens dentistes, hein, totalement vague. Mais concrètement, même si quelqu'un croit avoir un discours, comment il va donner? Quand il sera prêt pour donner, est-ce qu'il a un numéro mobile money? Est-ce qu'il a un compte? Est-ce qu'il a quelqu'un qu'il peut appeler? Est-ce que quelqu'un peut venir récupérer l'argent? C'est comme ça que l'argent de plusieurs associations dorment dans les comptes et sur la table des gens. Les gens veulent donner. Moi, j'ai dirigé une structure, peut-être que beaucoup connaissent le GBU. J'ai été premier responsable au Togo pendant 10 ans. Et c'est de l'expérience dont je vous parle. Des fois, les gens veulent donner, mais parce que vous n'avez pas une bonne organisation pour qui va récupérer le don. Quel est le numéro que la personne va appeler quand il va donner? Comment lui envoyer un reçu, même avec photo, séance tournante pour le mettre en confiance? L'argent donne chez les gens. Parce que les gens ne savent pas comment pratiquement vous donner. Ils ne savent pas si il faut appeler, si pour appeler ça, s'il y a un numéro mobile money qui va lui dire, ah, nous avons reçu votre don, voilà, voilà le reçu, etc. Tout ça là nous a amené à mettre des essais. Au GBU, par exemple, quand j'étais encore aux affaires, l'une des choses que nous avons fait, nous avons pris des numéros mobile money dédiés au don du GBU. Nous avons acheté un téléphone, nous l'avons mis dans ce téléphone-là. Vous donnez, il y a même un compte WhatsApp dessus avec l'email institutionnel de l'association où on a un répertoire Google Contact qui est rien que les numéros de nos partenaires. Quand vous donnez, on vous écrit sur WhatsApp ou SMS pour vous remercier. On fait le snap de reçu physique. On vous envoie pour vous assurer que l'argent que vous avez envoyé sur le numéro, ce n'est pas rentré dans la poche de quelqu'un ou cela. On vous envoie votre reçu. Ça crée la confiance parce que vous savez que si vous voulez donner, c'est une voie sûre. Il suffit de... Vous allez enregistrer ce numéro dans votre téléphone et vous allez pouvoir donner très tranquillement par ce numéro parce qu'on vous a montré très simplement comment vous serez dans votre bureau et vous donnez. Il y a 2 ans, je suis allé faire une formation en Guinée. Le docteur Zoumani qui est avec CDA en Guinée peut témoigner. Il était là. On a fait une formation où on a institué une collecte par les mobile money parce que les élèves se croyaient démunis tellement parce qu'ils ne croyaient pas pouvoir donner. On a fait une campagne, on a designé un logo, on a mis un numéro Orange Money là-dessus. On a demandé que même si c'est 500 francs guinéens, 200 francs guinéens, qui est l'équivalent de 10 francs, 5 francs CFA, 30 francs CFA envoyés. Récemment, j'ai fait un point avec le secrétaire général du GBE de Guinée. Il y a déjà plus de 2000 $ de collecte. Avec un peu d'argent, un truc insignifiant. Cela demande de la méthodologie, cela demande du process. Quand vous le mettez sur place, votre argent ne va pas dormir sur les gens. Et les gens en ont. Des fois, c'est des petits dons qui ne sont pas du tout. Souvent, les gens pensent que dans la mobilisation des ressources, c'est des gros donateurs. Des gens qui vont donner 20 millions, 10 millions qui font les donateurs. Non. L'une des choses que moi j'ai appris dans la mobilisation des ressources, c'est que c'est les petits donateurs réguliers qui font les dons. Au niveau du GBO, au niveau international, on a toujours le témoignage de cette dame qui était allemande, l'un des donateurs les plus réguliers qui a donné au GBO pendant 40 ans. C'est une dame qui jeûnait une fois dans la semaine et qui faisait une économie sur un de ses trajets de bus. Il avait plusieurs bus pour aller à son boulot. Et il y a une journée, il jeûne, il met l'argent de côté. Et ensuite, il coupe un de ses trajets de connexion avec les bus. Il marche pour aller prendre un autre bus. Et l'argent qu'il devrait prendre pour ce tronçon-là, il le donne aussi au GBE, plus son argent de jeûne chaque semaine. Ça lui permet de faire un peu de sport. Il se lève tôt, il marche. Et c'est ça qu'il donne au GBE. Il a fait pendant 40 ans. Il donnait, je crois, quelque chose de 80 € par mois. Et c'est comme ça que les gens donnent.
Nous pouvons bâtir ça dans nos pays. Dans nos pays, il n'y a pas des gens qui vont vous donner 1 million, 2 millions. Mais il y a énormément de gens qui peuvent vous donner 1000 francs CFA, 2000 francs CFA, si vous vous organisez. Je veux que vous notez les questions. Hein? Je veux vous donner du temps à la fin pour que nous puissions échanger. Je vais rapidement vous parler de, parce que nous parlons de mobilisation de fonds, le lien entre plan stratégique, budget et stratégie de mobilisation de fonds. Je crois que le docteur Jean-Paul vous a parlé du plan stratégique le matin. Une association bien organisée, pour pouvoir mobiliser les ressources, doit disposer d'un plan stratégique. Un plan stratégique, c'est l'outil qui est l'outil de mobilisation globale de toutes les parties prenantes autour de ces actions. Nous allons là, nous allons faire ceci en 3 ans. Voilà nos actions. Si vous n'avez pas de plan stratégique, je ne vois pas sur quelle base vous allez faire la mobilisation des ressources. Donc, ça, c'est une base. Nous pouvons en parler si vous voulez avoir une section sur la mobilisation des ressources. Quand on discutait avec le docteur Jean-Paul, il voulait que j'intervienne là-dessus, mais j'ai trouvé le temps très court. J'ai voulu juste me cantonner sur rien que cet aspect-là. Mais si vous voulez revenir là-dessus, on peut faire une session rien que sur le plan stratégique de ministère. Je crois que même dans vos associations, il y a beaucoup de personnes ressources qui peuvent aider. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque association qui veut grandir doit avoir un plan stratégique pour que tous les parties prenantes sachent où vous allez. Le plan stratégique, il est en général triennal, quinquennal, décennal, selon les orientations. On n'a pas de plan de stratégique annuel. Ça, ce n'est pas un plan stratégique. Ça, vous faites un plan stratégique minimum 3 mois. C'est une horizon de 3 ans sur ce que vous voulez faire. Et toutes les associations doivent être accompagnées pour développer un tel plan. Alors, et il y a le plan de travail annuel qui est issu du plan stratégique. Vous extrayez de ce plan stratégique triennal, quinquennal ou décennal chaque année un plan de travail annuel. Et le plan de travail de l'année N+1, on est en 2025. Si vous devez parler du plan de travail annuel de 2026, il doit être disponible au plus tard en fin août de l'année 2025. C'est le principe de travail. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne serez pas cohérent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est des pratiques que moi, j'ai utilisées pour diriger des associations pendant longtemps. Parce que si vous avez votre plan de travail annuel extrait de votre plan triennal en août, ça vous permet d'avoir un processus budgétaire qui s'étale sur le dernier trimestre et se conclut par la validation du budget avant la fin de l'année N. Pardon, j'entends un bruit, je vais le réduire un peu avant de continuer. Donc, je disais que vous devez avoir un plan de travail annuel extrait de votre plan stratégique de l'année 2026 déjà en août de 2025. Pourquoi? Parce qu'à partir de septembre, vous allez pouvoir faire un processus budgétaire qui s'étale tout au long du trimestre parce que vous allez discuter des parties prenantes. Voilà, c'est ce que nous voulons faire. Alors, les associations de base, les membres, qu'est-ce que vous en pensez? Et tel département, de quoi vous aurez besoin? Le département CMS, de quoi vous aurez besoin? Le département audience foraine auprès des populations vulnérables, de quoi vous avez besoin, etc. Donc, vous allez travailler sur un processus budgétaire qui, à la fin de l'année, va vous donner un budget que vous pourrez valider. Parce que si vous ne validez pas un budget avant la fin de l'année, en fin novembre, début décembre, je ne sais pas sur quelle base vous allez pouvoir dire, nous avons besoin de telles ressources et c'est là où nous allons. Donc, vous avez besoin d'un plan stratégique. Ça m'amène au budget. Une fois que vous avez le plan, vous avez un plan stratégique et le plan de travail annuel que vous avez extrait de votre plan stratégique, vous allez travailler sur un budget. Le budget, c'est l'outil important pour la mobilisation et la gestion des ressources. Tant mobilisation parce que le budget va vous dire les ressources dont vous avez besoin et vous allez les mobiliser. Mais aussi aspect gestion parce que le budget est l'outil de gestion. L'outil de gestion premier avec les autres éléments dont nous allons parler tout à l'heure. Donc, pour une association, un budget est un outil pour la mobilisation, la gestion et la réalisation de ces actions. Le budget traduit approximativement les incidences financières des différentes actions du plan de travail annuel.
Le processus budgétaire doit commencer tôt. Et en général, il s'étale sur le dernier trimestre et se conclut par la validation du budget. Si vous avez un conseil d'administration, si vous avez une structure de validation, vous travaillez sur le budget avec toutes les personnes qui sont impliquées. Et ça doit être un travail inclusif. Vous ne devez pas rester vous seul en tant que responsable, pondre le budget quelque part. Ah, voilà ce que nous allons faire. Si vous le faites comme ça, les gens ne sont pas impliqués, ils ne sont pas associés. Ils vont vous laisser à votre sort et vous allez souffrir. Mais si on fait un processus inclusif où toutes les personnes qui doivent exécuter, qui doivent faire les actions, apportent leur pied et disent, ah, nous avons besoin de tant, et nous rassemblons, nous avons un budget cohérent, nous allons tous être collégialement responsables pour mobiliser les ressources et aussi collégialement responsables dans la gestion. La stratégie de mobilisation va déboucher comme conséquence évidente du plan stratégique et de la budgétisation. Les grandes décisions financières et les engagements importants se prennent sur une base annuelle, que ce soit au niveau des individus, des familles et des entreprises. Ça, vous le savez. La raison pour laquelle il faut avoir un budget de l'année N+1, déjà, maintenant, à l'année N, déjà à partir de fin novembre, décembre, c'est que de façon générale, c'est quand les gens vont faire les bilans, ils vont entrer dans l'année, c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre leurs décisions. Moi, les trucs, les structures que je vais soutenir dans l'année 2025, je dois discuter avec ma femme et si on doit diminuer un engagement, on doit augmenter un engagement, c'est sur la base de nos discussions en fin d'année sur notre planification. On ne va pas improviser au cours de l'année. Donc, si une structure qui pense qu'il doit me mobiliser n'a pas fait une demande en temps et en heure, il n'est pas dans l'enveloppe. C'est la plupart des temps comme ça. Et c'est surtout au niveau des entreprises que vous allez comprendre. Quand est-ce que les entreprises font leur budget? Actuellement, on a déjà fait la loi de finances. La plupart des structures para-étatiques et tout ça, là, ils font leur budget maintenant. Il n'y a aucune structure qui ne va pas valider son budget avant décembre. Or, vous êtes dans une branche stratégique de travail comme la santé. La santé, c'est un domaine qui implique les pouvoirs publics. Imaginez que vous devez mobiliser, par exemple, une poche de finances dans le budget d'une structure comme OTR. Je dis n'importe quoi. Ils ont un truc pour la sensibilisation sur les maladies hydriques ou quelque chose, ou bien les maladies non transmissibles dans un truc, ou bien sur le cancer de sein, et vous voulez prendre cette poche d'argent. Si vous arrivez en février, ils vont vous dire, ah, vous êtes venu en retard. Ça, vous devez le connaître dans la mobilisation des ressources. Les poches sociales dans le budget des sociétés, ce que nous appelons aujourd'hui très souvent la responsabilité sociétale des entreprises pour l'environnement, pour les actions sociales, c'est au moment où les décisions faites entre décembre et janvier qu'il faut aller se positionner. Si vous n'êtes pas positionné, vous êtes à côté de la plaque. Donc, si vous n'êtes pas cohérent, plan stratégique fin août, processus budgétaire jusqu'en novembre, et vous allez dire, ah, selon le processus budgétaire que nous avons fait, notre stratégie de mobilisation de fonds, c'est d'aller chercher s'il y a nous avons des frais dans des ministères qui peuvent nous renseigner sur les poches sociales où nous pouvons faire sensibilisation sur les maladies non transmissibles, sur les cancers, et que en tant que IMC, donc je disais que si par exemple, dans le cadre d'une action de sensibilisation sur, par exemple, les maladies non transmissibles ou bien un truc sur le cancer du sein, vous voulez aller chercher une poche de ressources dans un ministère ou bien dans un département comme l'OTR et que, au lieu de se prendre tôt, vous ne l'avez pas fait et vous arrivez en février, ils vont vous dire, vous êtes arrivé trop tard. C'est pour ça que la cohérence, plan stratégique, budget stratégique de mobilisation doit être là. Si ce n'est pas le cas à partir de maintenant, puisque nous parlons de grandir en tant qu'association, vous devez prendre 2006 pour que toutes les associations aient un plan stratégique au moins triennal. Vous travaillez pour qu'à partir de septembre, vous extrayez le plan de travail annuel de chaque association. Et quand, après avoir extrait le plan de travail annuel, vous travaillez sur le budget et vous allez chercher tant les ressources individuelles que des ressources des structures de façon stratégique. Parce qu'il n'y a pas une seule entreprise en bonne et due forme qui ne fiçole pas sa budgétisation, ses actions avant décembre.
Il n'y a pas d'association ou bien de structure qui ait des poches de dépenses sociaux, des poches de dépenses sociales, pardon, et qui va distribuer des enveloppes vers mai-juin. Ils ont arrêté tout, la poche est arrêtée vers décembre dans leur budget. Et si vous n'arrivez pas en décembre, janvier, vous êtes largué avec un dossier solide. Mais si vous anticipez, ça vous donne la latitude d'aller faire un plaidoyer, de pouvoir avoir des éléments de bonne main. Vous connaissez déjà quel niveau de ressources ils ont, qui il faut taper dans la boîte, comment introduire le dossier et pouvoir avoir des... Il y a des ressources insoupçonnées dans nos pays, je vous assure. De l'argent qui est là, que, surtout en tant que chrétiens, des fois, nous n'avons pas, parce que nous ne sommes pas fuités, nous ne sommes pas organisés. Je vais continuer. Il est donc impérieux, c'est ce que j'étais en train de dire, de pouvoir avoir une stratégie claire de mobilisation des ressources de l'année N+1 pour votre structure au plus tard en fin novembre, début décembre de l'année N. Autrement dit, si vous voulez grandir, normalement pour l'année prochaine, vous devez déjà, on est aujourd'hui le 13 décembre, vous devez avoir votre stratégie de mobilisation. C'est ça qui va faire que peut-être vous allez faire un dîner en fin d'année ou bien en début janvier, peut-être organiser des visites vers quelques personnes pour dire, ah voilà, vous allez, parce que les gens vont prendre leurs décisions, vous planifiez votre stratégie en fonction de tout cela. Je vais continuer pour tenir avec ma promesse de temps. Ça m'amène à parler rapidement du cycle de partenariat. Tout ce que nous avons dit là, sur que ce soit les structures d'État, les structures individuelles, les petites et moyennes entreprises qui ont des trucs, les individus qui sont nos amis, des docteurs, des gens, des amis de carrière qui peuvent financer ce que nous avons comme association, tout cela, nous allons utiliser ce que j'appelle comme le cycle de partenariat pour travailler avec eux. Je l'ai dit, je l'ai partagé déjà il y a un an et demi avec certains d'entre vous. Ça peut être une répétition pour eux, mais ceux qui n'étaient pas là, ils vont pouvoir aussi comprendre. Le cycle de partenariat, c'est comment prendre des personnes qui sont potentiellement des donateurs pour en faire des soutiens ou bien des personnes qui deviennent des partenaires partie prenante de notre vision. Et le cycle de partenariat sur ce que nous voyons sur l'écran. D'abord, il faut identifier des personnes physiques et morales que nous voulons mobiliser pour notre vision. Choisir les priorités selon que nous ayons analysé avec peut-être l'outil SWOT, quelles sont les opportunités, les menaces, les forces, les faiblesses, pour voir quelles sont les personnes sur lesquelles nous pouvons investir le mieux pour avoir plus de résultats. Chercher à entretenir les relations, trouver un temps pour les inviter dans ce partenariat, organiser l'entretien par le remerciement et voir comment il faut continuer ce processus-là. Je vais l'expliquer sur le slide suivant très rapidement. Donc, tout commence avec l'identification des potentiels partenaires. Ça peut être des fondations. Dans nos pays francophones, il y en a très peu, mais ailleurs, il y a des fondations, des gens qui sont des fondations philanthropiques. Tu vois les trucs comme les trucs de Bill Gates, de Jeff Bezos, des fondations qui ont des poches d'argent pour financer. Et comme vous êtes une structure internationale, ce n'est pas exclu que vous allez chercher l'argent des fondations au loin. Il y a des fondations qui ne vivent que pour financer des trucs comme ça. Ils financent des choses dans le domaine de la santé notamment. Et vous pouvez faire un projet bien ficelé pour dire, ah, nous avons tel besoin et nous sollicitons votre appui. Vous devez identifier ces potentiels partenaires, les individus, en commençant par les membres du réseau des médecins, les collègues de promotion, les gens qui comprennent quelque chose à la vision de la santé. Et par extension, les gens qui sont les amis de leurs amis dans nos structures. Les gens que d'autres personnes recommandent. Les relations des membres de notre équipe. Les églises, les sociétés de nos frères. Des gens qui pouvaient avoir... Il y a des sociétés de nos frères qui paient des dîmes où nous pouvons aller réclamer une partie.
même si nous ne sommes pas une église, je ne veux pas faire de polémique. Des structures qui donnent de l'argent. Et surtout que vous êtes dans le domaine de la santé, je vous encourage à explorer surtout toutes les structures qui ne sont même pas chrétiennes, mais qui ont des poches de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et qui ont des poches pour les activités sociales. Mais il faut être stratégique. Donc, vous devez travailler à identifier ces potentiels partenaires. Une fois que vous les ayez identifiés, il faut que vous puissiez travailler à cultiver la relation. Je suis en train de brosser tout ça là avec une certaine vitesse, mais on peut revenir pour approfondir si l'occasion nous permet. Donc, une fois que vous êtes assis en tant que structure, peut-être ISTDA, Centrafi, vous vous êtes assis. En tant qu'équipe, vous réfléchissez pour identifier ces potentiels partenaires. Vous devez aussi réfléchir à comment est-ce que vous allez travailler pour cultiver la relation avec eux. Qu'est-ce qu'ils savent de IMCDA? Qu'est-ce qu'ils savent de vos activités? De ce que vous faites? De vos plans stratégiques? De vos besoins? Des activités que vous avez réalisées déjà? Vous devez pouvoir trouver des moyens de leur apporter l'information. Peut-être un dépliant, une page Facebook. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique très digitale. Vous, en tant qu'association, que ce soit au niveau africain ou national, vous devez pouvoir avoir une chaîne, une page Facebook où les gens peuvent aller voir ce que vous faites. Tout ça là fait partie de la culture de la relation. Vous pouvez partager des gadgets avec des gens sur ce que vous faites, inviter à des rencontres comme celui-ci, si c'est une rencontre physique, faire des visites à des personnes qui sont des responsables de départements stratégiques dans les domaines de la santé, dans les domaines qui vous intéressent, etc. Vous pouvez apporter des ressources utiles en cadeau. Quand moi j'étais encore aux affaires en tant que responsable national du GBU du Togo, des fois on faisait les calendriers à la fin de l'année. Le calendrier, c'est rien que les calendriers de table là. C'est pas un truc cher. Mais si vous avez la grâce que le calendrier est bien fait, la personne dépose. Il se souvient chaque fois de vous, chaque fois qu'il vient au bureau. Et vous avez un numéro là-dessus. Il serait rare que vraiment il passe toute l'année sans se souvenir de vous. Il ne s'agit pas de la corruption, mais de la stratégie. Donc, vous devez pouvoir, en tant qu'équipe, vous asseoir pour définir comment vous allez cultiver la relation pour que des personnes deviennent les personnes qui vous donnent. Ensuite vient, après la culture, l'invitation. Il faut inviter, par exemple, à soutenir une campagne, soutenir une personne qui est en plein temps si vous en avez, soutenir un projet particulier. Par exemple, au Togo, je sais qu'ils ont le projet d'un CMS à Zanguera, par exemple. Vous pouvez l'inviter à soutenir, ne serait-ce qu'à payer des réactifs, hein, un lot de réactifs chaque année pour le dépistage de telle maladie. Vous êtes précis. C'est le projet. Donc, nous voulons que au moins 100 personnes viennent se tester au mois de février et qui fassent des analyses gratuites parce qu'il y a plein de personnes qui n'en ont pas les moyens. Nous voulons que vous vous engagez dans tel projet. C'est précis, mais vous l'invitez. Si vous le touchez, il donne pour la poste de réactif pour les analyses au mois de février pour votre campagne. Vous devez être précis. Présentez un besoin clair avec des cartons d'invitation, des lettres, des appels. Vous devez vous asseoir et définir cela. Souvent, quand vous faites les demandes, proposez un montant. Ne dites pas l'œuvre a besoin de vous, l'œuvre est grande. Il y a peu de moyens. C'est vague. Ne donnez pas peut-être, vous devez nous donner 100 000. Mais nous pensons que si vous donnez 2 000, ce serait le kit pour une analyse de tel pour tel. Mais si vous donnez 50 000, c'est l'équivalent de 25 kits que vous avez offert. Et c'est 25 personnes qui seront dépistées. Je ne sais pas si vous voyez. Vous proposez un truc dans une enveloppe très communicatif, mais avec un truc clair. Ça lui laisse la fourchette. S'il n'a pas l'argent, il peut payer un kit, 2 000. Mais il peut payer 5 kits. Il met quelque chose sur ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas du domaine médical. J'essaie juste de vous donner des pistes de réflexion. Vous êtes dans le domaine, vous pouvez mieux réfléchir que moi. Comment est-ce que vous invitez une personne, vous proposez quelque chose qui marche, quelque chose qui est attirant?
Vous pouvez aussi viser un engagement sur la durée avec un engagement annuel, semestriel, trimestriel, mensuel. Ça va aider. Et comme j'aime l'expliquer, souvent l'invitation a 3 voies de réponse. La personne peut vous dire, oui, je vous ai compris, ce que vous faites, c'est très noble, c'est bien, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Ils vont vous donner plusieurs raisons. Quelqu'un va vous dire, ah, vraiment, actuellement, les choses sont dures pour moi, je suis sous prêt, c'est dans 7 ans que ça va finir, je suis en chantier, et puis les parents sont malades. Soyez sensibles, ce n'est pas grave. Des fois, pas maintenant ne veut pas dire plus jamais. Soyez sensibles, continuez de prier, entretenez la relation. Et quand ça se passe, vous voyez la flèche jaune là, la flèche jaune là veut que vous retournez à la culture de la relation. Si la personne ne vous dit pas maintenant. Continuez dans un rythme peut-être modéré de continuer de lui donner les informations, de l'informer sur ce que vous faites. Soyez vraiment au taquet, mais gentiment. Continuez de lui donner du feeding de ce que vous faites. Peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Quand peut-être ce qui le stresse, ce qui est un fardeau sur lui aura disparu, il pourra reconsidérer votre invitation. La deuxième réponse, la plus violente, peut être celle-ci. Non. Catégorie définitive. Oui, bon, je sais que c'est quelque chose, mais ce n'est pas mon domaine. C'est l'État, les trucs de la santé, les trucs. C'est l'État, c'est le rôle de l'État. C'est eux qui doivent faire ça. Nous avons un État qui n'est pas responsable. On se cherche à peine. Bon, c'est leur truc. C'est pas grave. Ne soyez pas frustrés. Mais à la différence de pas maintenant, vous devez changer de tactique. Ne plus continuer, pas l'importuner, pas le rabâcher avec tout ce qui concerne votre vision. Gardez une bonne relation, si c'est un ami, si c'est une relation, si c'est une personne, gardez une bonne relation. Entretenez votre amitié sans que ICMDA ne devienne un blocage entre vous. Des fois, les non-catégories sont juste des non-catégories temporaires. Moi, j'ai déjà connu des gens qui ont dit un nom catégorique et puis a dit, votre truc là, ça continue toujours. J'ai vu sur ton statut la dernière fois que tu étais à Yamoussoukro, c'est toujours ça. Ah, vraiment, vous êtes très, très téméraire. Hein? Bon, je vais vous envoyer quelque chose. C'est lui qui a dit non avant. Mais parce que vous avez continué, il continue d'être un ami, vous ne l'avez pas bloqué, il continue de regarder vos statuts. Un jour, il va voir que vous avez fait telle action, et puis bon, c'est lui qui décide de donner. Donc, privilégiez les relations, même si la personne a dit non. La réponse que nous attendons le plus, c'est oui. Et j'espère que vous aurez beaucoup de oui quand vous allez faire un bon travail d'identification de culture et d'invitation. Quand ça se passe, nous sommes tout heureux, mais ce n'est pas la fin du processus. Il va falloir assurer l'intendance du don. Il va falloir cultiver. L'intendance du don, c'est de petites choses, mais qui font la différence si la personne doit continuer de vous donner, augmenter son don ou disparaître, ou même saboter votre organisation en lui faisant une forte publicité. Et souvent, beaucoup d'associations négligent ces choses. Quelqu'un vous donne, peut-être que c'est 5 000, vous voulez 100 000, il vous a donné 5 000, vous ne remerciez même pas. Vous ne faites pas un reçu en bonne due forme. Quand vous avez fini l'activité, vous avez donné des rapports à ceux qui ont donné 100 000, 200 000. Puis c'est 5 000, vous ne lui avez pas donné un rapport. Vous vous tuez. Vous devez avoir une bonne manière de remercier. Chaque association, si nous devons progresser, doit avoir son carnet de reçus propre avec logo. À Lomé ici, les carnets de reçus chez les imprimeurs, le lot de 50, c'est juste 5 000. C'est pas grand-chose. 5 000 ou 10 000, je ne sais même plus. Je crois qu'avec 10 000, vous avez 10 carnets de reçus. Les imprimeurs, ils n'ont pas beaucoup de travail. C'est pas grand-chose. C'est un truc avec la signature en bas du le trésorier général ou bien le président, avec le logo de l'association. C'est propre. Même si la personne envoie par mobile money, vous avez signé le reçu. Vous avez fait une photo. Vous lui avez envoyé par WhatsApp. Il sait que son argent est arrivé à bon port. Les rapports, les petits trucs pour encourager.
Vous devez avoir votre manière d'assurer l'intendance du don. C'est ça qui va faire que les gens vont continuer d'être fidèles. Les gens vont vous donner pour de prochaines campagnes. Et surtout, c'est ça qui va faire qu'ils vont vous recommander d'autres personnes. Les gens qui vous donnent, c'est eux qui vont faire votre publicité. C'est eux qui vont pouvoir, puisqu'ils comprennent votre vision, augmenter leurs dons. C'est eux qui vont dire à d'autres collègues, ah, ces gens-là sont sérieux, donnez-leur. Et l'intendance du don est vraiment stratégique. Je veux utiliser les 15 prochaines minutes parce que je veux avoir 20 minutes, même si j'ai commencé à 15. Donc, mon but, c'est d'utiliser 1h30 juste et puis de laisser le reste du temps pour les questions. Rapidement, il est important aussi d'apprendre à construire le plaidoyer pour votre association. Comment est-ce que vous allez devant les personnes? Quand nous avons parlé de tout ça là, de culture, comment est-ce que vous allez présenter votre association aux gens? Les gens soutiennent les organisations qui ont un appel clair, une vision captivante, un plan stratégique réaliste et des objectifs clairs. Si vous n'en avez pas, vous devez vous asseoir et les bâtir. Vous devez avoir une vision très cohérente. Quand on parle de plaidoyer du ministère, c'est-à-dire aller présenter votre association à quelqu'un, à une structure, à un truc étatique, non étatique, pour qu'il vous donne, c'est que vous devez présenter des arguments forts en faveur de l'investissement dans votre ministère. Pourquoi est-ce que OTR va vous donner de l'argent pour une campagne à KV plutôt que de le donner à des pères éducateurs qui veulent distribuer des préservatifs dans un lycée? Parce qu'ils ont un champ vaste. C'est le même argent là qu'ils vont donner à des pères éducateurs qui vont distribuer des condoms dans un lycée, soi-disant qu'on sensibilise comme le VIH-Sida. C'est l'argent là qui doit vous donner aussi peut-être pour que vous allez faire la même sensibilisation quelque part. Pourquoi? Encore un souci de connexion, peut-être, hein? Oui, il y a certainement un souci de connexion. On attend juste un peu quoi qu'il va. Désolé, le micro était fermé. Donc, je disais que le plaidoyer du ministère doit être adapté, personnalisé pour toucher les gens. Je vais donner un exemple peut-être qui va vous aider à comprendre. Moi, j'ai dirigé le groupe biblique universitaire scolaire du Togo. Vous voulez faire une activité des groupes bibliques universitaires dans les lycées, mais vous voulez aller chercher l'argent d'une structure parapublique. Si vous leur dites que je suis le groupe biblique universitaire scolaire, nous faisons de l'évangélisation, nous sauvons les âmes. Le plaidoyer, là, ça ne passe pas. Ils ne vont pas vous donner de l'argent. Mais si je dis, par exemple, que je veux faire une sensibilisation en milieu scolaire pour amener les jeunes filles à vraiment prendre au sérieux leurs études et à travailler à la chasteté, parce que je pense que même si on leur distribue des préservatifs, des fois, les jeunes hommes, quand ils sont pressés, je veux faire une sensibilisation qui les amène à comprendre qu'ils sont responsables de leur corps. Peut-être que je vais avoir de l'argent. Mais mon objectif derrière ma vision, c'est l'évangélisation. Moi, je ne vais jamais aller faire une sensibilisation sur la chasteté pour les jeunes filles sans parler de Jésus et du fait qu'ils ont un avenir brillant dans lequel Jésus a sa place. Et que c'est à cause du fait que Jésus a un avenir pour eux qu'ils ne doivent pas laisser leur corps à un jeune homme pour une pulsion. Je vais atteindre mes deux objectifs. Mais si je vais pouvoir avoir l'argent de la structure parapublique, je ne peux pas aller lui dire que je veux faire évangélisation pour le salut des âmes justes. Le plaidoyer doit être adapté pour que, sans tricher, sans rabâcher ma vision, sans rabâcher mes valeurs, mais doit être adapté pour être cohérent. Donc, il faut que nous soyons cohérents dans le langage que nous utilisons, que nous puissions réellement pouvoir communiquer de façon à ce que nous puissions réellement atteindre nos objectifs. Cela se passe à travers un message approprié,
des histoires que vous racontez, un bon dossier de soutien et ça va aider. Un plaidoyer, ça va prendre en compte les éléments suivants. Une introduction attirante qui peut se conclure par peut-être des statistiques de base, ce que vous faites, par exemple le nombre de personnes que vous avez touché, la dernière campagne que vous avez faite, d'audience forum que vous avez fait. Une petite introduction. Votre vision, votre mission, vos valeurs, de votre ministère. Ça va vous permettre, quand vous allez vous asseoir, vous faire un plaidoyer de repartir sur tout ça là. Notre introduction, nos valeurs, nos missions. Un bref historique de votre ministère, vos implications actuelles dans le ministère, qu'est-ce que vous faites concrètement, des histoires et de témoignages qui démontrent l'import de votre ministère, des grandes lignes, des ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Celle-ci pourrait inscrire un calendrier, des plans opérationnels, etc. Vous dites la chose à la personne de façon à ce qu'il se retrouve et dit, si je dois aider ces personnes-là, et même votre plaidoyer va dire à la personne, vous êtes cohérent et crédible. On a fait une activité en Côte d'Ivoire en août. Quand nous sommes allés chez le Premier ministre Mambé de la Côte d'Ivoire pour lui présenter notre projet, il a dit, je ne sais pas si j'aurai le temps de venir inaugurer votre rencontre, mais ce que je vois là, c'est très propre, c'est très courant. Il nous a donné 3 millions sur le champ, le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. 3 millions de sa poche sur le champ. Parce que le plaidoyer, ça dit que nous avons fait un plaidoyer cohérent. Nous avons, à Yamoussoukro, nous avons fait une forêt du GBU, ils nous ont donné 20 hectares. Et on a apporté des exemples parce que nous savons qu'actuellement, on est en train de parler de rebâtir le couvert végétal. Nous sommes allés pour une association, une conférence chrétienne, mais nous avons inclus délibérément cette affaire de forêt et ils nous ont délégué des gens des forêts, des brigades et nous avons fait ça. Quand nous avons présenté le plaidoyer avec ce qui doit intéresser le Premier ministre comme premier responsable, il nous a donné 3 millions. C'est ça la fonction du plaidoyer. C'est votre truc avec lequel vous vendez votre structure. Et vous devez travailler à bâtir un plaidoyer. Donc, il y a des idées précises sur comment les gens peuvent s'engager à devenir vos partenaires, les lignes claires des ressources dont vous avez besoin, vous demandez, et puis si vous nous donnez tant, tel, ça va nous être utile, etc. On peut toujours approfondir. Je vais terminer rapidement par les choses qui me semblent aussi importantes sur les procédures, les revues et les suivis budgétaires. Une association qui veut grandir doit avoir un manuel de procédure ou au moins des procédures convenues. Beaucoup de nos associations sont très en retard dans ces choses-là. Une association bien organisée doit disposer d'un manuel de procédure qui définit et organise la façon dont les ressources sont mobilisées. Les ressources mobilisées sont utilisées de façon optimale sur la base des dispositions saines d'intendance de biens. On ne va pas vous donner l'argent, puis l'argent, ça se perd dans la nature. Les gens ont peur de vous donner parce qu'on ne sait pas si ça arrive à bon port parce que vous ne donnez pas les reçus. Ou bien les reçus sont des reçus en vrac. Une reçu qui pose le tampon de l'association, ça veut dire que Kodjo qui est venu prendre l'argent chez moi n'a pas mis ça dans sa poche. Ça a donné à IMCDA. C'est des procédures. C'est des minima. Donc, si vous voulez que vos associations grandissent, peut-être une seule association établit une manière de procédure. Il la partage avec les autres et vous vous asseyez, vous adaptez. Vous dites que notre association, là, si l'argent doit rentrer, c'est comme ça que ça rentre. Si ça doit sortir, c'est comme ça rentre. Vous écrivez une manière de procédure claire. Vous pouvez juste prendre le processus de notre association et l'adapter aux réalités. C'est important. À défaut d'une manière de procédure, il faut au minimum avoir des procédures convenues qui clarifient la façon dont les ressources sont allouées, ce qui bâtit la crédibilité de la structure et la redevabilité avant les parties prenantes du ministère. Le minimum de processus dont il faut convenir, dont je parle. Il y a par exemple les procédures de base sur les dispositions transparentes d'enregistrement des entrées. Comment est-ce que, s'il y a des entrées, comment est-ce que c'est enregistré? Les rentrées de fonds reçues, quelle que soit la provenance, ça vient d'une structure, ça vient d'un individu, c'est 1000 francs, c'est 100 000. Comment est-ce qu'on le... Est-ce qu'au minimum, vous avez un fichier Excel? Et dans le mois de décembre, tous ceux qui ont donné là, on a leur nom. Si des fois,
vous rendez des rapports financiers et les gens peuvent consulter et ils vont dire que l'argent qu'ils ont donné, même, ce n'est que 2000 francs, ne figure pas dans le rapport. Pour une association comme celui que j'ai dirigé, ça peut friser la com. On peut même dire que le SG, il prend l'argent des gens et le mange seulement. Ça va vous décrédibiliser. L'une des choses que moi, j'ai mis comme point d'ordre quand moi, j'étais premier responsable de moi, c'est que je dis, je peux mourir de tout, mais que je n'entends pas quelque part dire que Armand a pris l'argent et puis il a mangé. Les procédures minimum doivent être là pour vous protéger vous-même en tant que responsable. Vous devez savoir comment est-ce qu'on enregistre les fonds reçus. Les dispositions de traçabilité. Comment on fait, on s'assure qu'il y a la traçabilité des dépenses, comme les bons de sortie. Vous donnez l'argent main à main à tel pour qu'il achète du carburant. Vous n'avez pas bon de sortie, il n'a pas signé. Comment vous allez prouver que vous lui avez donné de l'argent? Il faut établir des bons de sortie. Vous avez donné l'argent à tel pour tel acheter telle chose. Il y a une bosse de sortie qui vous a signé qui prouve qu'il a pris l'argent de chez vous. Les dispositions de décaissement de fonds. Comment on décaisse les fonds? Qui ordonne? Le président seul, c'est ensemble avec le secrétaire. Si l'argent doit atteindre 500 000, vous devez avoir des dispositions. Sinon, si une seule personne a le pouvoir de décaisser 1 million, selon ses désidératas, entre-temps, il est en chantier, puis c'était compliqué pour lui, il décaisse les 1 million pour au moins payer ses ouvriers en attendant de rembourser. Ça va devenir quelque chose parce que vous n'avez pas mis les dispositions. Si vous mettez les dispositions, une seule personne ne peut pas faire ça. La périodicité des rapports financiers. Quand est-ce qu'on rend compte à l'ensemble des gens? Est-ce que par trimestre, annuellement, etc. Vous devez définir les procédures. Toutes ces procédures, si vous avez un manuel de procédure complet, vont y figurer. Et je veux insister sur ce deuxième point. Les procédures comptables actuelles doivent commencer par sur le plan comptable des OSBL, des organisations sans but lucratif de l'OADA. Depuis un certain temps, on en parle. Les chrétiens sont à la traîne. Ce qui a aidé récemment à ralentir cela dans certains pays, c'est les musulmans qui disent, ils luttent pour qu'on n'ait pas de regard dans les trucs qu'ils font dans les mosquées. Alors que l'une des raisons pour lesquelles la Banque mondiale et le FMI sont très tatillons dans ça, c'est à cause du blanchiment, du fait qu'il y a des fonds pour financer le terrorisme, un certain nombre de choses passent par les églises et les mosquées. Ça va venir, même si ça traîne. Et en tant qu'association d'intellectuels, nous devons être à l'avant-garde de ce genre de lutte. Nous devons apprendre. Il y a un plan comptable des organisations sans but lucratif maintenant. Nous devons apprendre à enregistrer nos actions, nos trucs comme ça. Demain, il y a des églises qu'on va fermer, il y a des associations qu'on va fermer parce qu'on va les auditer. Ça va venir. Les gens ne voient pas ça venir, mais ça va venir. Et on va, sur la base de la loi, fermer votre association parce que depuis 10 ans que vous existez, vous n'avez jamais été transparent. Vous faites du filou dans la gestion de vos associations. Et on va vous fermer. Moi, je serai content quand on va commencer par fermer les églises. Peut-être les gens vont dire que je ne suis pas très spirituel. Mais nous ne pouvons pas faire preuve de malversation dans la maison du Seigneur et demander que les gouvernants ne fassent pas autant. On doit donner l'exemple. Et ce qui se passe dans les églises sur la gestion financière est odieux. Quand on va commencer par auditer les églises, les fermer, ça va être quelque chose qui va discipliner les gens. Et en tant qu'association, nous devons commencer par donner l'exemple. Et c'est peut-être comme ça que nous allons pouvoir aider nos églises qui sont à la traîne. Donc, les procédures doivent suivre le manuel de procédure qui est convenu. La revue budgétaire, le suivi budgétaire, ils sont nécessaires pour ajuster les ressources disponibles avec les objectifs du plan de travail annuel. Il s'agit de segmenter l'exécution du budget en plusieurs sessions. Par exemple, chaque trimestre, on fait une revue, on dit, les dépenses principales du trimestre, on les valide, on les décaisse sur la base de ce que nous avons dans la caisse, ce que nous avons. Ce que nous n'avons pas, on ajuste. Des fois, les gens ne font pas. Ils ne savent pas combien rentre dans la caisse, tout ça là. Les gens font comme Jean Michel Cancan. Ce qu'ils trouvent, ils font. Ce qu'ils ne trouvent pas, ils ne font pas. Une association qui veut grandir, on doit avoir des périodes de revue et de suivi budgétaire. On sait que chaque trimestre, on doit faire le point, ajuster ce que nous avons mobilisé avec ce que nous voulons faire. Ça va nous permettre aussi de rehausser nos efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et au moins, même si on n'a pas de revue trimestrielle, semestrielle, chaque année, on doit pouvoir faire un rapport en bonne et due forme, voir comment est-ce que nous avons mobilisé les ressources, voir comment est-ce que nous allons
Nous avons, ça là doit se faire en même temps que le plan de travail annuel avant de se projeter dans un nouvel processus budgétaire. C'est important. C'est comme ça que nous allons grandir. Et ça doit, ces revues budgétaires périodiques pour évaluer et ajuster la stratégie, souvent doivent être combinées avec les rapports financiers périodiques. On fait une revue budgétaire pour valider les actions d'un trimestre. C'est après avoir fait le bilan, on voit ce qu'on a mobilisé. On voit que, on voulait avoir 10 millions pour faire des actions, mais on n'a que 6 millions. Qu'est-ce qu'on on met en priorité? Qu'est-ce qu'on ajoute? Quel effort on va faire pour taper les portes pour pouvoir continuer? Ça, c'est des choses salutaires. Des choses importantes qui vont faire que nos mouvements vont grandir dans la mobilisation des ressources et dans la gestion des fonds. C'est des sujets qui me passionnent. Moi, je peux encore parler, mais comme je l'ai dit, mon objectif, quel que soit le cas, je voulais faire seulement 1h30 avec les deux sujets et vous laisser le temps de parler. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses, mais pour être concret, il faut que vous posiez des questions. Il faut que vous demandez des clarifications et qu'on établisse, qu'on sait. Et comme je l'aurais souhaité, comme votre thème le formule, que sur la base de ces choses, nous puissions réellement progresser. Je le répète, on a de la ressource, de l'argent en gogo pour le ministère que Dieu nous a confié. Parce que c'est Dieu qui a le propriétaire du ministère, il a les ressources. Peut-être comme Agar, nous ne les voyons pas. Parce que justement, comme les disciples de Jésus, nous n'avons pas fait le minimum pour pouvoir voir les choses se mettre en place. Et peut-être nous ne croyons pas suffisamment que le Seigneur a donné le pouvoir pour les ressources aussi. Il a juste le pouvoir pour chasser les démons, faire tomber les gens à l'église. Mais les ressources pour le ministère, on doit encore faire des gymnastiques et peut-être manipuler les gens pour qu'ils donnent. Et on n'a pas suffisamment de foi pour voir ces ressources-là. Puis le Seigneur nous aider à grandir dans cette dimension et à aider nos associations à fonctionner dans le plein potentiel des moyens parce que nos populations en ont besoin. Vous avez une vision noble et je pense qu'on peut faire au-delà de ce que vous faites maintenant pour contribuer au développement de nos sociétés. Je vais m'arrêter là. Je vais donner le temps aux questions. Je pense que quelqu'un, le MC va gérer les questions. On va les prendre par vague de 3. Il répond jusqu'à ce qu'il me dise que mon temps est terminé. Et à la fin, nous pourrons prendre un petit temps pour plier, en espérant que la connexion de data qui va et vient nous permet de continuer. Merci beaucoup. On a la première main avec Dr. Ekoyeni, Lambert. Vous pouvez déjà ouvrir votre micro et poser la question. Ça va suivre Dr. Antoinette. Merci. Et merci, Dr. Osé. Je voudrais d'abord sincèrement remercier le frère Armand pour cet exposé qui est vraiment immensément riche pour nous. En tout cas, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je crois que si nous voulons être honnêtes avec notre Seigneur, nous devons reconnaître là que cet exposé nous met devant l'évidence que Dieu nous a toujours présentée en disant que mon peuple périt faute de connaissance. Je ne sais pas si ce que je dis là interpelle quelqu'un. En tout cas, moi, personnellement, je suis interpellé. Beaucoup de choses qui ont été dites, je ne sais même pas si nous faisons le dixième de ce qui est dit là en termes de façon, de manière, de l'élaboration des plans stratégiques en matière de mobilisation, de gestion et d'utilisation des ressources. Ça, je crois que nous devons saluer ce travail qui vient nous être présenté. La deuxième chose que j'ai envie de dire, au-delà des remerciements et des félicitations, c'est peut-être proposer au frère Armand de mettre à notre disposition un contact, peut-être que certains voudraient, en tout cas moi personnellement, je suis partant, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a énoncées, mais on a une idée, mais peut-être certaines choses sont encore floues et le temps ne sera pas suffisant
pour tout demander ici, pour tout expliquer ici, parce que le plateau est limité en termes de timing. Peut-être mettre à disposition ton contact pour que, à distance, que nous puissions bénéficier d'un coaching ou de conseils. Tu seras peut-être un conseiller financier, je ne sais pas comment, quel nom on peut donner à ça. Ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est comme les uns et les autres l'ont dit, nous espérons avoir ce support pour qu'il nous serve au moins déjà de base de travail, hein, lorsque nous aurons à réfléchir sur l'élaboration des stratégies pour la mobilisation des fonds dans nos mouvements nationaux. Ça, c'est la dernière chose que je peux demander au frère Armand. Je peux d'abord m'arrêter là. Si le temps est possible, je pourrai revenir si j'ai d'autres choses claires à demander. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ekoeni. Docteur Antoinette et Jam Toli. Ok. Bonsoir à tous. Merci au grand frère Armand pour cette brillante présentation. C'est ma deuxième fois de suivre cette présentation. À chaque fois, ça nous défie. En tant que membre du bureau de l'Association des médecins chrétiens du Togo, on se fait encore mise à jour. Où en sommes-nous? Nos lacunes et nos défis, nos luttes. J'avoue que c'est un grand travail. Alors, ce qui est venu dans mon cœur, je me demande quel conseil ou bien quelle façon de faire en tant qu'expert dans ce domaine vous proposerez à nous qui sommes des médecins occupés pour voilà, soigner. On n'a pas le marketing ou bien la gestion des choses, des projets, même le speech devant un partenaire. Bon, ce n'est pas notre fort. Quelle façon de faire il propose à nous, les médecins, intello, par rapport au corps et qu'est-ce qu'il propose en tant qu'association veut grandir? Doit-on recruter des experts? Doit-on se détacher peut-être de la clinique pour se concentrer à ce type de marketing, management de l'association? Comment est-ce qu'ils ont fait? En tant que mouvement chrétien, dans leur organisation, ils ont recruté des comptables pour s'occuper juste de ça. Eux, d'autres vont sur le terrain pour le ministère. Voilà, qu'est-ce qui est bien? Est-ce qu'il faut prendre des gens permanemment payés? Parce que je vois que ce travail-ci, nous voulons vraiment le faire, il faut s'asseoir. D'abord, je me suis dit, mais il faut qu'on fasse une retraite avec ce comité de réflexion-là, peut-être de 5 jours, on est là, on prend chaque aspect de l'association, on réfléchit. Voilà, il y a tout. On est sur place et on fait un travail, on reçoit avec notre plan stratégique sur 5 ans, par exemple. Et avant août, normalement, on devait déjà avoir le budget de 2026. Donc, je me suis dit qu'on est en retard. On l'a fait en novembre, mais ce n'est pas fini. Donc, là, comment les gens peuvent se détacher de leur le business? budget jusqu'à c'est en novembre. C'est le plan de travail qui est en fin août, début septembre. Ah, août, ok, le budget c'est en novembre, ok. Donc, mais heureusement, ici, nous sommes nombreux. J'ai tout le bureau ici. Ils ont noté. Donc, on doit se rattraper pour qu'en décembre, au moins, déjà, on est le 13 aujourd'hui, que le budget soit prêt. C'est notre objectif, c'était de nous faire ça en novembre. Normalement, quand nous étions en notre retraite de planification. Donc, je me dis, quelle stratégie vous proposez? Quel accompagnement vous mettez à notre disposition? Moi, je me suis dit, mais peut-être que vous devez vendre peut-être ce que vous faites là. Peut-être un expert, on doit prendre, ou bien vous nous accompagnez puis 2 ans pour que nous puissions réaliser, voilà, saisir toutes les opportunités que Dieu nous a mis. Parce que nous sommes aveugles comme Agar, on ne voit pas. Voilà, merci beaucoup. Merci Antoinette pour la question. C'est déjà noté par l'orateur. Docteur Charles, qui sera le dernier après l'orateur, va répondre aux questions, aux 3 questions. Merci. Ok, merci beaucoup,
au grand frère Armand pour sa brillante présentation. En tant que médecin clinicien, il y a des avantages qu'on a, c'est de recevoir dans nos bureaux de consultation toute personne, toute catégorie de personnes, des banquiers de chaque couche sociale. Donc, ma question, c'est plus au niveau de cultiver la relation. Cultiver la relation. Comment, en tant que soignant, et qu'on a une organisation ou bien on intervient dans une organisation, il nous arrive des fois dans le bureau déjà d'être dans des discussions euh, très amicales, très familières avec nos patients, qui sont aussi bien ou bien qui peuvent apporter de l'aide à l'association. Comment on peut cultiver la relation pour quitter dans la compréhension du patient, de ce soignant-là, qui a aussi besoin de lui pour l'aider à faire grandir son association. Merci. Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants. Pour le premier intervenant, merci pour les encouragements. Puis, les deux choses que vous avez demandées, le numéro, je suis une personne publique, hein, donc mon numéro, il n'y a aucun souci, je peux le donner ici, demander au docteur Jean-Paul ou bien à Antoinette, ils ont mon numéro, ils vous donnent, on peut continuer par échanger en inbox. Je suis relativement disponible parce que je suis, comme beaucoup d'entre vous aussi, très occupé. Mais chaque fois que je suis sollicité, je trouve du temps. Avec Dr Jean-Paul, on s'est parlé il y a presque une semaine. J'ai juste regardé mon emploi, j'ai dit oui. Cet après-midi, je suis disponible et je suis là. Donc, il n'y a aucun souci. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose, je peux aider, je peux accompagner. Là où je ne suis pas disponible, j'ai aussi autour de moi des personnes ressources qui vont aider. Par exemple, quand j'ai discuté avec le docteur Jean-Paul cette semaine, il parlait de plans stratégiques. J'ai un jeune ami qui est très bon dans les plans stratégiques, qui est le directeur des opérations de l'AMVT. C'est quelqu'un qui était dans mon staff quand j'étais au GBU comme bénévole. J'ai voulu qu'il vienne parler un peu de la préparation d'un plan stratégique, de cadre logique, tout ça là, mais il n'était pas disponible. Sinon, je l'aurais convaincu de pouvoir venir travailler avec vous. Donc, c'est pour vous dire que des fois, pour ce que je ne suis pas trop disponible pour faire, je peux aussi trouver une personne ressource pour le faire. Pour le document, je viens déjà d'envoyer ce que j'ai présenté là au docteur Jean-Paul. Donc, il peut dispatcher vers vous. Donc, si vous voulez parcourir le document que j'ai présenté, c'est facile de parcourir et puis de vous asseoir. Ça m'amène à la deuxième question de ma petite soeur de valeur Antoinette. Il n'y a pas de miracle par rapport à la manière de bâtir les choses. Il faut faire des sacrifices. La preuve, parce que vous avez planifié ce truc-là, même si vous étiez très occupé comme médecin, vous êtes là pendant 2 jours, presque connecté, et vous n'avez pas arrêté. Moi, j'ai été impressionné quand j'ai vu qu'il y a 40 personnes, 40 médecins connectés. J'ai dit, vous avez vraiment de l'engagement. C'est tout ce qu'il faut pour bâtir une bonne association. Certaines choses aujourd'hui peuvent se faire dans le virtuel. Est-ce que ce qu'on a fait là, ça n'apporte pas quelque chose? Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de faire une retraite physique. On peut régler certaines choses par le virtuel. Par exemple, la préparation ou bien les bases pour préparer un plan stratégique, etc. Mais certains vont demander qu'on fasse un sacrifice de présence. Moi, quand j'étais responsable d'association, vous savez, l'une des choses que j'aimais beaucoup, parce que je travaillais avec beaucoup de bénévoles, comme quelqu'un qui est directeur des opérations de ANVT, qui est dans mon staff en tant que bénévole. Si vous voulez faire un truc avec 5 jours avec lui, ça ne marchera pas. Des fois, ce que je faisais, c'est des veillées de travail. Peut-être on commence vendredi jusqu'à samedi soir. Je faisais beaucoup de veillées de travail. Par exemple, si je dois définir la stratégie de communication de l'année dans mon association, c'est vers cette période qu'on se réunit. Qu'est-ce qu'on va avoir comme communication vers les donateurs? Qu'est-ce qu'on va... Ça dit que déjà, on sait que le 25, on va sortir un flyers pour souhaiter bonne année aux gens. Et à la rentrée, on sortira un flyers pour dire, parce que nous sommes une structure qui travaille dans les écoles, on doit sortir une flyers à la rentrée. Tout est défini.
mais on fait ça en veille de travail. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a un chargé de communication, il y a un chargé de validation de la rédaction des contenus, il y a un graphiste qui doit valider selon nos chartes graphiques ce que nous présentons. Mais ça là, dès qu'on s'est assis, on a fait la veille de travail, on a défini, je fais un suivi. Le 25 ou bien à la rentrée, le 15, si je n'ai pas mon flyers, les murs vont gronder. Tout le monde a sa responsabilité. Donc souvent, la clé, c'est de s'asseoir, de définir les choses. On a un plan stratégique. On a extrait le plan de travail annuel. On sait ce qu'on doit faire. On sait qui doit faire quoi. Et je vais t'étonner, Antoinette. Si tu crois que tu vas recruter des experts, des gens qui sont libres et ton travail sera fait, tu as menti. Les personnes les plus pratiques, qui réalisent beaucoup de choses, c'est des gens qui sont occupés. Si tu confies tes choses à des gens qui ont assez de temps, ce serait confier des choses à des paresseux qui ne vont rien faire. C'est que les personnes qui sont occupées trouvent la manière de mettre les priorités, de faire leurs choses bien. Donc, ce n'est pas une affaire de recruter un externe ou bien de confier. C'est votre association, c'est vous qui portez la vision. C'est dans votre cœur que bat cette vision avec ses valeurs. C'est vous qui devez le faire nourrir. Maintenant, vous devez trouver un temps. Quelle que soit l'occupation. J'ai lu récemment une citation qui dit que les gens qui sont occupés sont libres ailleurs. Tout est question de priorité. Donc, si cette association fait battre votre cœur, même si vous êtes occupé, vous avez la clinique, vous avez votre famille, vous avez votre mari, vous allez trouver un créneau étiqueté ICMDA prioritaire et vous allez donner du temps pour ça. Vous devez définir ça de façon délibérée, comme temps parce que vous voulez faire grandir l'association. Donc, ce temps prioritaire-là, si vous êtes 5 dans le bureau, 7, vous dites que ce temps-là, c'est veille de travail, c'est week-end bloqué, nous allons travailler. Vous allez vous asseoir et vous allez définir les choses. Je donne un exemple pratique qui va vous aider. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour... Vous dites que quelqu'un dit que vous n'êtes pas des spécialistes, vous n'avez pas de langage. Moi, je ne sais pas ce qu'il faut dire à, par exemple, le responsable de obstétrique, le professeur tel. Je ne sais pas si je vais chez lui pour vous parler de votre association, si vous me recrutez comme expert, je ne sais pas ce que je vais lui dire, mais vous saurez. Parce que vous savez, pour une action que vous allez faire à Zanguera qui va avoir des incidences sur des populations vulnérables, vous savez ce qu'il faut lui dire en termes, par exemple, de suivi de la mortalité infantile ou bien des problèmes obstétriques. Vous savez ce qu'il faut lui dire pour qu'il vous donne peut-être de l'accompagnement. Donc, si vous établissez, vous définissez les choses, le cœur va parler naturellement. Il ne s'agit pas d'être une autre personne. Vous êtes dans votre domaine. Vous communiquez avec vos éléments. Mais en s'asseyant, vous définissez et la stratégie et le plaidoyer adapté avec les personnes. Et vos responsabilités. Tout le monde, et ce n'est pas une seule personne qui va porter la charge. Par exemple, on dit que Antoinette, tu dois pouvoir contacter dans le trimestre 4 médecins auxquels tu parles de cette vision et on t'a donné les personnes, peut-être des groupes, bon, tu vas aller chez eux et tu vas, parce qu'ils ont la possibilité de nous débloquer un niveau. C'est ça ton travail, tu le planifies. C'est peut-être 1 heure dans cette semaine avec rendez-vous. Tu le planifies la semaine prochaine, tu appelles, tu gardes le rendez-vous. C'est ce que tu fais. Dès que tu fais, que tout le monde fait, on met ensemble, ça va se mettre ensemble, ça va devenir quelque chose. Donc, j'ai dit 3 choses. Premièrement, on va faire beaucoup de choses par le virtuel et ça peut aider. 2, mettre les choses dans un programme de priorité et faire en sorte que pour certaines choses qui doivent définir les bases, vous vous asseyez, vous vous attendez. 3, soyez vous-même. Le plaidoyer là, c'est du cœur à cœur. Faites parler le cœur. Je fais un truc pour une sensibilisation sur les maladies non transmissibles. Je suis médecin, je développe un plaidoyer. Je sais que si je vois le directeur préfectoral de la santé, il va pouvoir nous donner un truc qui va nous permettre, au moins une autorisation. Je vais avec le plaidoyer. Je sais que si je vois quelqu'un qui est dans le domaine, il peut nous payer tel. Le plaidoyer doit être en fonction de toutes ces choses-là. Ça m'amène à la question de notre ami qui a dit comment cultiver la relation. Soyez naturel. D'abord, je vais être précis. Respectez votre déontologie. Ne soyez pas manipulateur. Il y a des gens qui viennent chez vous juste parce qu'ils ont besoin de salut par rapport à leur maladie. Mais n'empêche que vous avez des relations. Des fois,
en remplissant déjà la fiche sur fonction, vous savez que telle personne est comptable. Vous pouvez présenter et dire, ah, la prochaine fois que j'aurai besoin de crédit, je vais venir vous demander des conseils. Les relations, établissez ça de manière naturelle. Et il va vous dire volontiers. Je sais que vous êtes vraiment aimable volontiers. Et prochainement, vous dites, ah, voilà, telle chose. Vous venez vous présenter la chose poliment. Vous développez les relations en dehors de vos consultations selon la déontologie. Et des fois, vous allez avoir des retours, des retombées spectaculaires. Donc, respectez votre déontologie. Développez les relations dans du naturel, dans la plaisanterie, en posant des questions anodines. Ne soyez pas direct en demandant juste ce qui vous intéresse. Bâtissez la relation. Prenez du temps. La demande n'est que la cerise sur le gâteau. En cultivant la relation, des fois même, vous n'aurez pas besoin de demander. Des fois, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas idéal de demander dans ce sens-là. Des fois même, la personne ne va pas vous donner, mais il va vous devenir un fils de paix pour que vous demandiez à la banque où il travaille. Et il vous aura aidé. Peut-être il ne pourra pas vous donner dans sa poche, mais il va vous dire que EcoBank finance ce genre de trucs. Si vous faites le dossier comme ça, et il va se renseigner pour vous filer les tuyaux pour que vous faites un dossier solide. Et vous aurez plus que ce qu'il va vous donner. C'est pour ça que les relations sont là. Donc, c'est un peu de la stratégie cohérente. Donc, constituez les relations, soyez naturel, respectez votre déontologie et surtout, attendez le bon moment pour demander ce que vous devez demander. Je ne sais pas si on a encore du temps. Sinon, je peux toujours prendre une série de 3 questions encore. Oui, exactement. S'il y a 2 ou 3 questions, vous pouvez lever la main. L'orateur va répondre aux questions. S'il n'y en a pas, on ne va pas S- forcer non plus. oui, s'il n'y en a pas, donc on va passer à la prière comme l'orateur l'avait signalé. Ah, il y Ah, a il y a Dumlo jeune homme du qui met la Tchad, main. mon frère Dumlo, il y a Ravel. OK. Ils vont se suivre et partager leurs questions. Oui, bonsoir, SG, bonsoir à tous. Pour moi, c'est beaucoup plus un commentaire, hein. C'est pour dire que la présentation était très bien faite. Oui, je suis Il là. y a un engouement pour parvenir, n'est-ce pas, à mettre en application ce qu'on vient d'écouter. Mais la grande difficulté, c'est quitter de la pratique, hein, pour quitter la théorie vers la pratique. Comment faire, comme disait Antoinette là, comment faire pour y arriver si après cette présentation, bien après cette conférence, euh, il y a au niveau de la région africaine, une organisation du SG pour accompagner ces différentes associations de façon pratique en prenant simplement, par exemple, un volet par trimestre pour ce suivi. Ça va beaucoup plus aider à ce que les différentes associations puissent parvenir, n'est-ce pas, à s'améliorer. Voilà donc le commentaire que je voulais plutôt faire. Merci. Je veux juste dire que Ravel. c'est une bonne réflexion et je crois qu'au niveau de l'équipe de Jean-Paul, ils vont réfléchir et puis ils vont trouver une formule, je crois. Oui, est-ce qu'on peut prendre rapidement les autres questions? Oui, Ravel. Oui, José, bonsoir. Bonsoir. Merci à Martin pour cette brillante présentation et merci de cet équipement que nous avons reçu ce soir. Je voudrais peut-être intervenir par rapport à la présentation et peut-être une question qui va aller avec. Je voulais demander, voilà, euh, euh, puisqu'il s'agit de la mobilisation des finances, savoir si pour les associations comme les nôtres, est-ce que M. Amar, peut-être, il nous conseille d'aller dans le sens de création des activités génératrices de revenus propres à l'association que à chaque fois aller demander? C'est-à-dire, est-ce que les associations comme les nôtres, ils ont cette possibilité-là de pouvoir eux-mêmes
créer des activités qui génèrent des revenus. Même si ce n'est pas la totalité pour les activités, mais qu'au moment où il y a une activité, il y a quand même un fonds et peut-être on va y chercher pour compléter. Maintenant, et si tel est le cas, quelles sont les propositions en termes de stratégie pour pouvoir mettre en œuvre ce genre d'activité? Voilà, merci. Merci, Ravel. Je crois Ouais, que il y vous avait un pouvez y autre aller mail avec les aussi. réponses aussi. Ok, je vais répondre en attendant. Peut-être, je croyais que j'avais vu un autre mail. Merci, Ravel, pour votre question. Je pense que ce n'est pas interdit. Mais attention à ne pas ouvrir un autre volet qui va vous faire disperser de l'énergie. Généralement, les activités génératives de revenus qui marchent avec les associations chrétiennes, c'est des activités dans leur domaine. Par exemple, en tant qu'association de médecins chrétiens, si vous avez une clinique ou bien un CMS que vous rentabilisez, même si vous faites du social, mais qui va vous rapporter des revenus, ça va être cohérent avec votre activité. Mais si vous, par exemple, ouvrez un pressing ou bien faire un truc très différent, où les médecins n'ont pas toutes les capacités de gérer, il faut recruter quelqu'un. Par exemple, supposons que vous prenez un pressing, vous n'êtes pas doué. Vous devez recruter un comptable, un lessiveur ou bien un repasseur. Vous ne maîtrisez pas le domaine. Le temps que vous sachiez, peut-être que ça va contenir des complications. Je ne vous conseille pas. Donc, si ça doit être des activités de revenus, que ça soit cohérent avec ce que vous faites. Parce que vous pouvez ouvrir un autre feu qui va vous disperser de l'énergie. Nous avons fait l'expérience. Au GBU, par exemple, du Togo, on a ouvert on a fait en temps une activité de revenus. Ça a fini avec on a convaincu des amis de mettre de l'argent, des obligations dedans, on va rémunérer. Ça finit peut-être même, si on n'avait pas fini par bien gérer, ça allait même créer des tâches qui vont disperser l'association. Parce que ça n'a pas bien marché, parce qu'on ne maîtrisait pas trop le domaine. Et entre-temps, les gens voulaient reprendre leur argent. C'était très compliqué. Donc, n'ouvrez pas un autre feu. Donc, moi, je vous conseille, si vous devez faire que ça soit cohérent avec votre vision. C'est ce que moi, je conseille. Mais ce n'est pas interdit. Ok, merci beaucoup. Il y avait notre frère Merci Lambert beaucoup. du Gabon qui levait la main, oui. Oui, Ekoeni, oui. Oui, je voulais rapidement vraiment partager la pensée que quand j'écoute tout ce que le frère Armand vient de nous dire, je suis en train de lire deux principes ou deux faits bibliques. Euh, les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre comment prier. Donc là, ils n'avaient pas la connaissance. Et j'avoue qu'avec tout ce qu'on vient d'écouter là, je dois confesser mon ignorance dans le domaine. Et donc, quand on est ignorant, il n'y a pas de doute, on échoue parce qu'on est ignorant. On ne connaît pas, on n'a pas la connaissance. Donc ça, c'est un fait. L'autre fait est que le Seigneur avait dit que parfois, on ne sait pas demander. Nous prions, mais on ne sait pas demander. Et si on sait demander, on reçoit ce qu'on demande. Et si on considère que tout l'argent qui est sur cette terre-là, dans cet univers, appartient à notre Dieu, tous les trésors de ce monde lui appartiennent, que ce soit avec les païens ou les chrétiens ou les musulmans, c'est à lui. Et si nous apprenons comment demander, je suis sûr, bien sûr, que la prière aussi, comme les uns l'ont dit avant, pour mobiliser les ouvriers, nous devons prier pour que le Seigneur amène les ouvriers dans sa moisson. De même, la prière va avoir une place vraiment centrale, mais à condition que nous sachions comment demander. Or, ce cours-là nous donne les outils, vraiment c'est du professionnalisme pour apprendre à demander, à solliciter pour avoir les fonds. Donc, je crois que c'est vraiment plus que pertinent. Et je reviens à dire qu'il nous faut vraiment un accompagnement, il nous faut avoir ces outils et qu'on fasse maintenant l'apprentissage. L'apprentissage pour que, comme quelqu'un l'a dit, pour passer de la théorie à la pratique, pour commencer à avoir les résultats. Je termine par ce proverbe que j'avais appris. C'est un proverbe chinois qui dit « Quand j'entends une chose, je peux l'oublier. Mais si je vois cette chose, je me souviendrai. Et si je fais cette chose, je comprendrai. » Donc là, on a entendu beaucoup de choses.
peut-être qu'on pourrait oublier aussi beaucoup de choses. Mais nous voulons voir des choses un peu pratiques et commencer à mettre nous-mêmes en œuvre pour mieux comprendre tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui. Donc, c'est juste pour nous inviter vraiment à un travail de suivi par rapport à tout ce qu'on vient de recevoir comme enseignement pour que ces choses deviennent vraiment pratiques au quotidien dans notre travail, dans nos associations nationales. Donc, c'est ce que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment une belle conclusion. Donc, avec votre permission, on va s'arrêter là. Si vous me donnez encore 2 heures, on va encore parler, hein, mais comme il a dit, il faut peut-être qu'on digère ce qu'on a reçu, qu'on puisse aller peut-être approfondir, mais commencer par mettre certaines choses en place. S'il faut, on va renforcer, on va appuyer. Et on est là. Moi, mon contact est disponible. On pourra parler. Je viens dans presque tous les pays. Jean-Paul le sait. J'étais au Gabon en juillet. Je reviens en juillet. Donc, on aura d'autres espaces pour parler. Donc, si vous m'écrivez, je vous donnerai les contacts dans chaque pays. Ou si je dois venir, je vous dirai. Et puis, on pourra avoir une section de une soir, 2 soirs, causer. Et puis, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, cher grand frère Armand, pour la présentation combien riche et les commentaires des participants avec les questions. En tout cas, on a été bénis. Et on a appelé aussi au professionnalisme dans la mobilisation des finances. Et Dieu va nous aider à mettre en pratique et à essayer à faire de notre mieux pour que nos organisations aient des finances après, bien sûr, une mobilisation professionnelle en utilisant les outils qu'on a pu apprendre durant cette conférence. Je rappelle que le thème principal de cette conférence est la croissance de nos organisations. Et ça, avec un défi financier, il est carrément difficile d'avancer avec les activités, d'avancer avec les plans qu'on aura fait. D'où une mobilisation des finances est quelque chose à considérer et le faire dans le professionnalisme, le faire comme il se doit, est une chose vraiment essentielle. Euh, de là, je dis merci encore une fois au frère Armand pour la présentation. Merci. Sans toutefois tarder, je crois que on va passer à euh, l'intermède avant d'accueillir l'autre thème de ce soir. Dans la présentation de notre cher frère Armand, il a dit que il faut construire une relation. Donc, il faut de bonnes relations pour escompter avoir un bon retour ou bien un impact positif de nos mobilisations de fonds. Et il a donné comme exemple l'un des moyens qui nous aide à faire des relations avec les partenaires et amis de nos organisations. Ce sont les sites web, donc la façon dont nous communiquons. Et actuellement, les sites web jouent un rôle vraiment important dans, dans la communication des organisations. Et de là, ICMD Afrique francophone a déjà un site web actif, un site qui héberge aussi les informations de différentes organisations euh, se trouvant dans la région Afrique francophone. Et nous avons la grâce d'avoir notre frère, docteur Jean-Yves, qui est un expert, à la fois médecin et expert en la matière. Il va nous donner la présentation de ce site web de la région pour que les uns les autres, au niveau de la région, au niveau des organisations dans la région, puissent avoir déjà donc une communication, un rapport. Il y a docteur Jean-Paul qui lève la main. Oui, Allez-y, oui, je ne sais docteur. pas si j'étais distrait, mais Armand voulait prier. Je ne sais pas s'il y a eu la séance de prière. Excuse-moi. Oh, apparemment, j'ai été distrait. Je crois qu'on va devoir prier. Je donne la parole à Oui, Armand. Oui, au on moins va prier prier, après. On prie après prendre C'est au pour moins ça que Jean-Paul. je quelques n'ai pas minutes pour... encore quitté. C'est bon, allez-y. Merci. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège de t'appartenir et d'être co-ouvrier avec toi.
Ta parole dit que ce qu'on demande des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et parce que tu nous as appelés à cette noble tâche, tu nous as confié cette vision, tu nous demanderas des comptes. Ce que tu nous demandes, c'est que nous soyons intendants fidèles de cette vision. Nous prions que tu aides chacun des responsables des associations au niveau national à s'engager. Nous savons que nous sommes occupés par notre carrière professionnelle, par les implications de notre vie familiale, au niveau de notre micro-famille, au niveau des familles élargies. Mais c'est dans ce contexte que tu nous as trouvés pour nous confier cette tâche. Nous prions, Seigneur, que tu nous équipes, que tu nous rendes disponibles. Seigneur, parce que tu penses à tout ce que notre action va sauver, donne-nous le cœur qu'il faut pour nous mettre au travail avec diligence. Donne-nous de pouvoir élaborer des stratégies parce que les ressources sont disponibles. Tu as déjà en tête ce que tu veux faire avant de nous appeler. Rends-nous disponibles pour que nous puissions, comme Agar, pouvoir avoir les yeux ouverts pour voir les puits de générosité que tu veux utiliser pour faire grandir nos associations. Nous prions pendant que nous engageons que tu nous aides à le faire au-delà même de ce que nous pouvons imaginer et penser. Rends-nous capables de travailler et d'atteindre la vision au point que tu veux que nous l'atteignions. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. amen. Merci beaucoup, Amen. grand frère, Ah, pour la Amen. Merci présentation beaucoup, de la prière. Armand. Une fois encore, tu as été très brillant, comme toujours. Et je suis content de... OK, merci beaucoup et je vais vous laisser et dire à la prochaine. Merci, à bientôt, bye bye.